est celle du niveau sous-jacent. Ce qui fait qu'en fait, c'est un diagnostic qui est par image. Mais ce n'est pas un diagnostic clinique, personne n'y pense. Et ça provoque peu de symptômes en fait. Ensuite, vous avez une classification selon qu'il s'agit d'une hernie contenue ou non contenue. Dans les hernies sous-ligamentaires, la hernie sous-ligamentaire peut être simple, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire sans migration, ou bien peut être migrée, comme c'est le cas sur ces deux images. Vous avez ensuite les hernies exclues, plus ou moins volumineuses, qui se trouvent en position habituellement centrale ou postérolatérale. La grande question quand on voit une IRM, c'est de savoir s'il y a compression ou non de la racine nerveuse. Par exemple, regardez ces deux images. Si vous regardez l'image qui est de ce côté-ci, vous voyez ici une hernie sous-ligamentaire migrée, vous voyez la racine nerveuse. Et regardez bien, la racine nerveuse, donc sur une vue en T2, elle apparaît sous forme de deux lignes noires. La ligne noire, elle est recte, elle est droite. Il n'y a pas de compression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la racine nerveuse qui est ici, et que là, vous avez la hernie discale. Et l'image passe juste entre les deux. Donc vous avez cette image. Si vous avez vraiment compression, vous avez un effet de masse qui va déformer votre racine nerveuse. Ceci, bien entendu, doit être confirmé par vos signes cliniques. Bon, on distingue deux mécanismes. Un mécanisme qui est ancien, disons, qui est le mécanisme par compression, qui en fait est rare. Par mécanisme de compression, vous devez ôter de votre tête l'idée qu'une hernie discale mécaniquement vient comprimer la racine nerveuse. Ce n'est pas exactement ça qui se produit. C'est plus une histoire d'œdème qui s'installe, d'effet de masse d'un élément qui pousse un autre, qui pousse un autre, qui pousse un autre, et qui va provoquer en fait une vasoconstriction des artères au niveau du nerf rachidien ou de la racine nerveuse, ce qui va provoquer une ischémie. Alors ça, ce sera plutôt, si vous voulez, ça, c'est le mécanisme de hernie sous-ligamentaire. Par contre, dans les hernies exclues, là le mécanisme est différent, vu qu'il existe des substances algogènes dans le nucleus pulposus qui vont aller imbiber la racine nerveuse et être responsables d'une radiculalgie chimique. Cette radiculalgie chimique est associée à une réaction auto-immune et à une autodestruction interne du disque par les macrophages. Vous avez sûrement vu des patients, il y a des patients avec hernie discale qui répondent bien aux anti-inflammatoires. D'autres, ça leur fait strictement rien. Plus la réaction auto-immune est importante, moins les anti-inflammatoires agissent. Dans ce cas, le traitement ad hoc est l'utilisation de corticoïdes. Autre approche, autre donnée que nous devons considérer, c'est la présence de l'hypermobilité réactionnelle. Quand on parle de hernie discale, nous sommes aux limites de l'ostéopathie, puisque la structure gouverne la fonction. Il faut donc comprendre par là que si la structure est pervertie, ce n'est pas tellement le champ d'action de l'ostéopathe, c'est plus le champ d'action du chirurgien. Mais quand on parle de hernie discale, il ne faut pas oublier une chose, la hernie discale, c'est une entorse discale, c'est une entorse grave. C'est une vraie hypermobilité. De la même façon, si vous avez un ligament, un faisceau antérieur du ligament latéral externe de la cheville qui est déchiré. Donc, il y a une notion d'association entre dysfonction somatique, ou bien au-dessus, ou bien au-dessous, ou bien au niveau de la hernie discale, qui sont en fait des facteurs qui vont augmenter, hyperstimuler, hypersolliciter l'hypermobilité anatomique de la hernie discale. Pour cette raison, il est intéressant de se fixer dans la douleur en flexion ou en extension du tronc en connaissant les dysfonctions somatiques. Par exemple, si vous avez un patient qui présente des douleurs en extension du tronc, bon, l'extension du tronc, ce n'est pas le paramètre où il y a le plus de pression intradiscale. Vous avez plusieurs types de rééducation, par exemple Mackenzie, qui sont basés sur des exercices et des manipulations en position d'extension qui ont une action de pince ouvrante. Donc, quelque part, ce ne serait pas logique que le patient présente beaucoup de douleurs discales en extension. Il y a une explication, bien entendu, pour l'expliquer. Mais d'un point de vue ostéopathique, ce qui est intéressant, c'est de penser que peut-être il existe un élément anatomique dans la région lobopelvienne
au niveau du bassin, au niveau des lombaires, qui refusent de réaliser l'extension. Le fait de traiter cette dysfonction va permettre de diminuer l'hypermobilité réactionnelle de l'entorse discale, ce qui permet à l'inflammation de commencer à diminuer. Le concept clé dans les problèmes d'hernie discale, c'est la douleur discogénique. La douleur discogénique est une douleur lombaire qui augmente dans un certain nombre de positions, qui augmente la pression intradiscale. Les hernies sous-ligamentaires s'associent à une lombalgie. On peut parler de lombo-sciatique, tandis que les hernies exclues qui ont rompu le ligament commun vertébral sont beaucoup plus des sciatiques que des lombalgies. Donc ça, c'est un élément qui est important au niveau du symptôme. De la même façon qu'on peut se laisser guider par les positions antalgiques du patient. La position antalgique en flexion est plus spécifique d'une hernie centrale. La position antalgique croisée plus d'une hernie postérolatérale. La position antalgique croisée est plus spécifique d'une hernie extraforaminale. La position en triple flexion du membre inférieur est très typique de la hernie foraminale. Quel est le but des manipulations en cas de hernie discale? Bien, ma foi, si la hernie discale est centrale, les manipulations ne sont pas particulièrement indiquées, à moins que ne s'associe bien entendu une dysfonction somatique qui répercute sur l'hypermobilité discale. Donc, la manipulation dans ce cas peut être réalisée à condition bien entendu qu'elle ne provoque pas de symptômes. Donc il y a des tests pré-manipulatifs que nous allons utiliser avant. La hernie discale interne, la postérolatérale, en fait c'est le pain quotidien. Et le but est de réaliser une manipulation en rotation homolatérale pour essayer d'éloigner la hernie discale de la racine nerveuse. Dans les hernies foraminales, le but n'est pas de déplacer les hernies, c'est simplement d'ouvrir le trou de conjugaison pour diminuer la pression intraforaminale et essayer de produire un réflexe neurovasculaire qui va lutter contre l'inflammation. Dans les plus rares hernies discales foraminales externes, le TROS se réalise en rotation contralatérale. Un autre facteur qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est qu'un disque intervertébral présente deux plaques cartilagineuses sur lesquelles les fibres de Charpet de l'anneau fibreux vont s'insérer. Donc on peut avoir en fait une fissure fibro-cartilagineuse qui soit sur le plateau supérieur, soit sur le plateau inférieur. Pour faire le diagnostic différentiel, on utilise l'IRM. Lorsque vous voyez une IRM, par exemple comme celle-ci, qui est en T2, celle-là est en T1, en T2 on voit parfaitement le ligament commun vertébral sous forme d'une ligne noire. Lorsque vous voyez que le fragment de ligament le plus long est le supérieur, cela veut donc dire que la rupture s'est produite au niveau de la plaque inférieure. Pour cette raison, vous verrez un moignon de ligament de la plaque inférieure. Selon le type de fissure, on peut favoriser soit des techniques qui utilisent un bras de levier inférieur, qui est le lombarol classique, soit des techniques qui vont utiliser un bras de levier supérieur. Une autre entité que nous devons différencier, c'est le nodule disco-ostéophytique. Le nodule disco-ophytique est surtout fréquent au niveau cervical. Cependant, au niveau du rachis lombaire, il est également possible de le rencontrer. Et là, on a deux types de nodules. On a ce qu'on va appeler le nodule dur, qui est en fait ce que vous voyez ici, où vous avez l'association de deux ostéophytes et d'une hernie discale, mais où c'est l'ostéophyte qui est responsable de l'irritation. Dans ce cas, le traitement par traitement conservateur est de moins bon pronostic. Ça va plutôt vers la chirurgie. Mais par contre, si vous avez un nodule mou et que c'est la hernie discale qui comprime ou qui irrite la racine nerveuse, le pronostic est plus intéressant pour le traitement conservateur. Il faut également différencier une entité qui est finalement peu connue, qui a été découverte par les Français, qui est la notion de kyste discal. Le kyste discal, en fait, c'est la fausse hernie discale qui se développe sur un vestige embryologique qui normalement a disparu et dans certains cas persiste. Le diagnostic radiologique, en fait, est simple, il suffit de l'avoir vu une fois.
Donc une membrane, il y a une membrane synoviale à l'intérieur de la capsule qui sécrète de la synovie. Donc lorsque vous avez une hydarthrose, vous avez en fait un kyste qui est plein de liquide. Il va donc apparaître avec une tonalité de gris très claire. Particularité, cette tonalité de blanc est complètement entourée d'une ligne noire qui est la capsule qui fait le tour. Ce qui doit être différencié de ce que vous voyez ici, qui en fait est une hernie discale avec un hypersignal, c'est-à-dire une zone d'œdème plus importante, donc plus d'eau, d'où l'hypersignal. Alors il est important de reconnaître le kyste discal parce qu'en faisant des manipulations, il est possible de rompre la paroi fine du kyste. C'est le seul cas où vous verrez le patient avec une hernie discale qui se relève de la table et vous regardera avec des yeux d'amour. Parce que bien entendu, c'est une hernie discale, il faut plusieurs traitements. Il faut également s'intéresser au foramen en pensant aux différents ligaments qu'on retrouve à ce niveau-là. Vous voyez qu'il existe plusieurs types de ligaments, des ligaments costo-corporaux, supérieurs, inférieurs, ligaments Y, ligaments foraminal transverse, supérieur, moyen, inférieur, qui sont autant d'éléments qui peuvent en fait être responsables de neuropathie de compression. En fait, ces différents éléments remplissent complètement avec le conjonctif le trou de conjugaison et vont former différents orifices où vont passer la racine nerveuse, l'artère radiculaire, les plexus veineux, le nerf sinus vertébral de Luschka, etc., etc. Donc tout est extrêmement uni par un tissu qui ressemble à la graisse péridurale et du fascia. Il est possible que dans certaines conditions, il se produise une sténose par compression d'un des ligaments sur le nerf rachidien. Dans ce cas, vous trouverez un test de Mitchell positif, ou pour ERS ou pour FRS, associé à un test de cisaillement radiculaire positif. Dans ce cas, il faut libérer les dysfonctions somatiques qui sont des causes de facteurs d'irritation, de mise en tension de ce système ligamentaire, et les techniques neuroméningées trouvent ici toute leur qualité, toute leur efficacité dans ces problèmes de défilé. Il faut penser également au syndrome du pyramidal. Quand je vous parle du syndrome du pyramidal, je ne vous parle pas du syndrome du pyramidal ostéopathique, je vous parle du vrai syndrome du pyramidal, qui est une pathologie médicale, dans lequel, pour une anomalie de distribution du pyramidal, une variation anatomique, il se produit un effet guillotine sur le nerf qui va être responsable de paralysie, de troubles moteurs, troubles sensitifs. Donc, le diagnostic se fait, par exemple, avec la manœuvre de Friedberg, la manœuvre de Beatty, bien entendu avec l'IRM qui va confirmer le diagnostic. Alors, vous voyez ici quelque chose dont on parlera plus tard, qui est sensibilité, spécificité. Je vous explique, si vous êtes peut-être peu familiarisés, certains, avec cette notion, c'est ce qui nous indique si le test que nous utilisons est valide ou pas pour faire le diagnostic. Il faut penser également au syndrome de compression des ischio-jambiers. Et l'avantage, c'est que bien entendu, pour tous ces défilés, nous avons des tests orthopédiques qui sont positifs. Après traitement, le test doit évidemment être modifié. Oui, c'est vrai. Vous avez également le syndrome de compression du nerf sciatique poplité interne, que tout le monde connaît, je n'insiste pas. Il faut penser à la compression du nerf sciatique poplité interne. Là, que nous soyons d'accord, je vous parle d'un patient qui présente une hernie discale et en plus de multiples compressions le long du trajet du nerf sciatique. Lorsque vous voyez un patient qui présente une lombosciatique et qui se plaint surtout de douleurs du pied, d'avoir le pied endormi, d'avoir beaucoup de fourmillements, il existe plus d'une compression. Une compression radiculaire ne suffit pas à provoquer ces symptômes. Ceci a été démontré par Upton et McCormack en 1978. C'est le concept du double crush syndrome, du syndrome de multiples compressions. Bien. Conclusion, si vous voulez traiter une hernie discale, si vous voulez traiter une sciatique, vous devez être capable de traiter, en plus de la zone lombopelvienne, l'ensemble du membre inférieur du patient. Voici le diagramme du diagnostic des lombosciatiques. Mais bon, en fait, ça devrait être le diagramme de n'importe quel diagnostic en ostéopathie. Donc, sur la base de l'anamnèse, de l'inspection, de l'examen neurologique dans ce cas, de l'examen orthopédique, des examens d'image, voire des examens de laboratoire, vous devez décider.
vous devez rechercher s'il y a une contre-indication. Si contre-indication il y a, vous devez dériver le patient au spécialiste le plus ad hoc. Si au contraire il y a une indication, vous rentrez dans une autre partie de diagnostic qui est l'examen et le traitement ostéopathique qui va être basé sur un protocole qui correspond à ce que vous aurez trouvé à vos chaînes lésionnelles, la chaîne lésionnelle propre du patient, qu'en fait vous allez traiter. Donc les tests orthopédiques qu'on utilise, bon là je vous en ai mis que 2 en fait, enfin 3, sont extrêmement connus. C'est le KEMP test, test de sillonnement radiculaire, le test de Nery ou test de Linder, également appelé test de Nery, mais il s'agit du même test mais plusieurs auteurs, le test de Lacey, Go Straight Leg Rising, le test de Bragard, etc. J'avais mis également cette vue, puis je me suis rendu compte qu'après, il y a une conférence ou un atelier qui est fait sur le slump test, donc je passe. Une partie qui est intéressante également, c'est l'analyse de la posture du patient. La stabilométrie est un outil qui est intéressant pour l'ostéopathe. Si je suis pas je vois pas souvent d'un bon œil, disons, les théories françaises sur le traitement de la posture, il n'en reste pas moins que ça, c'est un outil qui est extrêmement utile pour faire de l'ostéopathie traditionnelle. Vous savez, si on regarde les vieux livres américains, vous aviez toujours une partie sur l'analyse posturale, partie qui s'est un petit peu perdue et qui revient vers nous au travers de la posturologie. Donc à partir de la posturologie, en fait, à partir de la stabilométrie, ce qui est intéressant, c'est de déterminer quelle est la mécanique posturale du patient. Il est extrêmement fréquent que le patient, pour des raisons de troubles de statique podale, de jambes courtes anatomiques associées ou non, présente un raccourcissement du membre inférieur. Et dans les patients qui ont des problèmes d'hernie discale, on rencontre 2 situations. Ou bien la lombosciatique et l'hernie discale se trouvent du côté de la jambe courte, ou bien elle se trouve du côté de la jambe longue. Et dans ces 2 cas, vous avez un signe clinique pathognomonique qui doit appeler votre attention, c'est douleur en bipédestation, douleur debout statique. Les gens qui ne peuvent pas faire les magasins, c'est typiquement un problème en relation. Alors l'explication est différente. Dans le raccourcissement du côté dans la sciatique du côté de la jambe courte, c'est parce que la convexité lombaire provoquée augmente le contact entre la hernie discale et la racine nerveuse, alors que de l'autre côté, c'est plus en relation avec une tension surajoutée du pyramidal qui va avoir un effet de multiples compressions sur le nerf. Le pied, donc, est vraiment un élément fondamental dans la lombosciatique. Donc, on peut utiliser des semelles. Alors, je sais qu'en France, particulièrement, les semelles ne sont pas tellement